Madame, Monsieur, bonjour. Triple D, saison 5, dans le sillage des élections municipales et législatives. En toile de fond, la consolidation de la démocratie locale et des attentes fortes de la gente féminine, une meilleure représentativité à défaut de la parité. Peut-être lentement, mais sûrement, le pourcentage des femmes est en nette augmentation au fil des consultations électorales. À peu près 40% à l'Assemblée nationale, 25% des femmes conseillères, très peu de femmes maires. Désillusion, mais alors grosse désillusion à la tête des conseils régionaux, 0%. Et le réseau More Women in Politics repart à l'offensive pour concourir plus de voix. Invité Triple D, une tête forte, pleine et bien faite. C'est la coordinatrice nationale de ce réseau More Women in Politics in Cameroun. Passionnée de droit, professeure d'université, la présidente est avec nous. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur Herma. Alors, j'ai donné quelques chiffres. On va parler donc de More Women in Politics. Est-ce que le discours, le message passe? Oui, forcément, le message passe. L'année prochaine, nous ferons 20 ans sur le terrain. Le réseau More Women in Politics existe depuis 2007. Oui, c'est une satisfaction. Le message passe dans la mesure où aujourd'hui, plus que par le passé, les femmes parlent, n'est-ce pas? Elles sortent de l'ombre. Elles décident qu'aucun iota ne sautera de leurs droits. On a vu les dernières élections régionales, elles se sont battues. Et c'est cette prise de conscience, de leur rôle dans la construction d'une démocratie inclusive que nous apprécions, et c'est pour nous un levier important dans la mesure où, voyez-vous, dans les années 2007, lorsque nous commencions ce plaidoyer, lorsque nous demandions aux femmes, mais allez à la radio, allez à la télévision, on les invitait, elles se tournaient vers leur parti politique et elles disaient non, 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 tant que je n'ai pas reçu ceci, l'autorisation, mais aujourd'hui, très sagement et très humblement, elles prennent leur situation en main. Qu'est-ce qui est votre plus grande satisfaction ou vos plus grandes satisfactions pendant ces 6 années de campagne? Ma plus grande satisfaction, c'est justement cette appropriation nationale de cette cause féminine et péjorativement féministe en 2007, qui est aujourd'hui devenue une cause nationale et républicaine. Je m'explique. Lorsque nous avons commencé ce plaidoyer, Justine Difo, les féministes, elles dérangent le chef de l'État, les réclamations, les revendications. Oui, elle veut qu'on la nomme, elle veut se faire voir, c'est des raccourcis et tout. Lorsqu'on a commencé à se rendre compte qu'aux Nations Unies, le Cameroun est très apprécié pour les avancées réalisées. En 2007, elles étaient à peine 13%, mais en 2013, elles sont passées de 13% à 31%. Le Cameroun a été apprécié sur les places diplomatiques et notamment aux rencontres des femmes institutionnelles à l'Assemblée générale des Nations unies. Et petit à petit, les femmes ont commencé à se lâcher. Et depuis 2020, si vous voyez nos supports sur le chemin de la parité, 2025 se prépare maintenant. Nous l'avions dit en 2020. Puisque leur mandat c'est 5 ans avant la prorogation. Donc aujourd'hui, nous savons exactement ce que nous voulons. Nous avons dit oui, elles sont à peine 10%, mais nous avons besoin sur le chemin de la parité d'atteindre cette masse critique d'au moins 30% de femmes titulaires à la tête des mairies pour aller vers les objectifs de développement durable. Voyez-vous, les Nations Unies vont évaluer le monde entier en 2030 et il ne faudrait pas que le Cameroun soit à la traîne. Et je crois d'ailleurs que c'est pour cette raison que le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, notre frère, l'ancien Premier ministre Philémon Yan, a pu peser de tout son poids pour que le président de la République soit sensibilisé et mette les femmes au cœur de son septennat. Parce qu'en 2030, et ce n'est pas loin, nous sommes à 4 ans, donc nous voulons au moins 30% de femmes à la tête des mairies. Et c'est un défi réalisable. Réalisable pourquoi? Parce que le président de la République, le visionnaire, le mentor de toutes les femmes, s'il a décidé que
les femmes soient au cœur de son action, sachant qu'à la fin de ce mandat, ces actions seront mesurées et évaluées. Nous sommes confiants et nous avons la foi qu'une ordonnance ou un décret d'application pourrait fixer un quota plancher obligatoire de 30% de femmes titulaires sur les listes de candidats titulaires. Est-ce que sur les ces listes de quotas candidats ne seront pas vus comme, ou perçus comme l'infantilisation de la femme? Non, pas du tout. Est-ce que l'équilibre régional, la politique de l'équilibre régional était une politique pour infantiliser la région de l'Est et le Septentrion? Que non! Lorsqu'on veut corriger des dysfonctionnements, ce que certains ont pu appeler une injustice et que le président de la République a appelé frustration. Il a dit qu'il a écouté les frustrations des femmes et des jeunes. Quand j'en parle, je suis confiante. Oui, ça ne peut pas être une infantilisation. La politique de l'équilibre régional a permis de corriger cette injustice qui faisait que certaines régions soient mises en arrière, soit à la traîne. Aujourd'hui, ça s'appelle discrimination positive. C'est connu. C'est véritablement... Dès qu'on vous retire les béquilles, il y a un risque de retomber dans le handicap. Impossible, parce que dans notre stratégie, nous avons mis en place des cours de renforcement des capacités. Nous sommes des coachs, nous sommes également des mentors. Vous avez des femmes qui ont été cooptées en 2020, qui ne savaient même pas pourquoi on les mettait sur une liste pour ne pas rejeter cette liste. Mais aujourd'hui, elles sont avisées, elles sont outillées, elles sont tellement capacitées. Au départ, nous voulions juste briser le mythe, démystifier la présence des femmes à certains sites de pouvoir et notamment à l'Assemblée nationale. Lorsqu'elles y sont arrivées, elles ont gagné en confiance. Et lorsque nous organisons des masterclass, elles sont les premières à être là. Tenez-vous tranquille, même par webinaire, elles ne manquent pas. Donc même leurs capacités technologiques sont renforcées. Non, ce n'est pas l'infantilisation, au contraire, c'est une chance, c'est la politique de l'égalité des chances. Il faut accorder sa chance à toutes les femmes, celles qui sont allées à l'école, celles qui ont un niveau d'éducation modeste, comme notre sœur, notre maman de glorieuse mémoire, Madame Foning. Y avait-il plus grande mobilisatrice qu'elle? Non. Or, nous savons très bien qu'en politique, la force d'un leader politique, la force d'une association, la force d'un parti politique, c'est sa capacité de mobilisation à la base. C'est sa capacité de mobilisation, ce n'est pas le diplôme. Ce n'est pas le professeur titulaire d'IFO qui mobilise les femmes quand elles descendent à Yaoundé 2, quand elles descendent à Soa, quand elles descendent à Nubel. Quand je descends à Nubel, mon frère, je monte même sur la moto. Quand il faut entrer dans une maison, j'oublie PCA. Je suis né ça, je suis né PCA. Voilà, non, il faut juste signaler que Mme Difo est passée par ces quartiers difficiles. Oui. Quand il faut aller à Marois, je prends une moto, je ne suis plus PCA. Je m'en vais rendre visite à une maman qui était malade. Il y a deuil, je me présente. C'est des stratégies pour rester proche de l'électorat, proche de l'humain et donner de la valeur, de l'estime, de la confiance, de la considération à l'humain. Et c'est cela qui est important en politique. Et après avoir écouté ces chiffres qui démontrent ces déséquilibres, j'ai failli vous poser la question, Madame la Présidente, à qui la faute? À personne. Posez plutôt la question, à qui la responsabilité de corriger ces dysfonctionnements qui sont pour la plupart socio-culturels? Je m'explique. Dans les familles et dans la plupart des familles, les femmes ont été formées pour être en arrière-plan. Or, quand on leur demande de venir en public, la politique est publique, le leadership est public. Il y en a, si mon époux ne me soutenait pas, même ses amis lui auraient dit, mais ton épouse communique trop. Il a dit, non, écoutez, elle fait son travail. Elle a eu la chance et la grâce, elle a reçu gratuitement, elle donne gratuitement. Donc si mon époux ne me soutenait pas, vous voyez que ça n'aurait pas été évident. Donc il y a cette pesanteur socio-culturelle qui fait qu'on ne peut pas dire c'est à la femme la faute, jamais. Elle doit être engagée, elle doit s'engager, mais on doit l'aider à sortir de ce carcan, de cette camisole, de ces enveloppes d'autocensure. Non, je ne fais pas ceci, non, je ne fais pas cela. Pourtant, l'environnement institutionnel aujourd'hui, l'environnement culturel aujourd'hui n'est plus le même que celui que nous connaissions en 2007. 7 ans ou 6 ans déjà que cette campagne dure,
je ne veux pas vous le cacher, Madame la Présidente, lorsque je préparais l'émission, j'ai dû faire un sondage empirique auprès de certaines dames. Est-ce que vous connaissez Madame le professeur Justine Difo? La plupart, la grande majorité, disent oh, on n'est pas au courant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se bat pour les femmes. Elles ne se reconnaissent pas dans ces combats. Il vaut même mieux qu'elles ne me connaissent pas. Il vaut mieux qu'elles ne me connaissent pas. La fin justifie les moyens, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que lorsqu'on dit « more women in politics », je passe au marché du Fundi. Hey, prof, more women in politics. C'est peut-être par mauvaise foi, et c'est aussi peut-être pour satisfaire une conscience, pour qu'on ne dise pas non, elle veut faire croire que c'est grâce à elle. Non, ce n'est pas, je ne me glorifie pas, c'est pas la foi, c'est pas la grâce, afin que nul ne se glorifie. Je ne me glorifierai jamais de ce que les femmes à l'Assemblée nationale, à la tête des mairies, aient bénéficié de ce coup de pouce que Dieu m'a donné. Je suis née d'une maman ménagère qui m'a élevée seule, je n'ai pas connu mon père, et c'est une femme qui a fait l'UC, l'UNC, le RDPC. Mais elle est morte en 1998 sans même être présidente de cellule, parce qu'elle n'avait pas pris conscience de son rôle en politique. Elle n'avait pas pris conscience qu'en étant présidente de cellule, présidente de ça, elle pouvait mieux améliorer l'environnement des enfants à Nubel, là où je suis née. Mais il fallait quelqu'un pour le lui dire. J'ai porté ce combat à bras le corps. Que les femmes disaient merci ou pas. Ma part de merci, non. J'attends ça de Dieu. Et Dieu sait, il a écrit dans le livre de ses archives. Mon autre prénom, c'est Esther. Esther, la nièce de Mardoché. Donc, quand c'est écrit dans les archives, Dieu n'oublie jamais. C'est surtout pour ça. Alors, vous avez parlé d'une autre opportunité, des communes où on pourrait avoir la touche féminine pour le développement local. Évidemment. Les femmes dans les communes, justement, dans les villages, dans les quartiers, elles gouvernent autrement. Est-ce que vous vous rendez compte qu'elles font de la politique sans s'en rendre compte? Quelqu'un avait dit que Molière fait de la prose. Sans le savoir. Sans le savoir. Ce sont des femmes qui, dans les quartiers aujourd'hui, font la propreté. Je suis allée au Rwanda et ma prière, c'est que le Seigneur permette que cette politique arrive au Cameroun. Je suis arrivée au Rwanda, je me suis rendu compte que celles qui tiennent les propretés dans les quartiers, ce sont les femmes. Elles disent, si chaque femme balaie devant sa cour, tout le quartier sera propre. Elle remonte chez le chef de quartier. Le chef de quartier dit, si chaque responsable, chef de famille, s'assure que son quartier est propre et que le caniveau est propre devant sa maison, il n'y aura plus d'engorgement, les eaux de pluie passeront plus facilement et les routes qu'on a construites ne seront pas détruites, ne seront pas fissurées. C'est cela, la femme dans le développement local peut gouverner autrement. Vous savez pourquoi? Je ne dis pas qu'elles travaillent avec l'émotion, elles sont... Non, je dis qu'elles sont passionnées de tout ce qu'elles font. Et Dieu seul sait que rien de grand ne se fait sans passion. Professeur titulaire des universités aujourd'hui, président du conseil d'administration de l'ART, président de la Fédération camerounaise de Nambudo, j'ai envie de tirer toutes les femmes camerounaises pour qu'elles prennent conscience de ce qu'elles sont capables. C'est cela qu'il faut faire. La femme travaille avec la passion. Elle ne se retient pas. Donc, pour avoir des mairies, des communes mieux gérées. Lorsque nous sommes allés au Canada, nous nous sommes rendus compte qu'il y a 10 régions et que les régions les mieux gouvernées sont gouvernées par les femmes, sont administrées, gérées par les femmes. Donc, nous savons donner la vie, nous savons donner la prospérité, nous savons transformer tout ce qu'on met à notre disposition, même sans de trop grands moyens. Et du coup, la peur du scandale fait partie de leur quotidien. Et puis, elles savent aujourd'hui que lorsqu'on nomme une femme quelque part, lorsqu'une femme a la chance d'être nommée quelque part, les regards sont rivés vers elle. On prend le gender lenses, on commence à mesurer. Est-ce qu'elle gère même bien? Est-ce qu'elle gouverne bien? Est-ce qu'il n'y a pas de problème dans son foyer? Est-ce que ses enfants ont fait ceci et cela? Est-ce que les domestiques mangent bien à la maison? Toutes choses qu'on ne demande pas aux hommes quand on leur donne le pouvoir. Donc, étant des femmes aux 1000 bras, des femmes vertueuses, la femme vertueuse construit sa maison.
la femme vertueuse est prête à tout donner pour construire son quartier, construire sa commune, construire sa région. Et c'est pour ça que je plaide pour que prochainement, il y ait quand même une ou deux femmes, que les 3 femmes qui sont vice-présidentes des régions actuellement prennent quand même ces 3 régions. Elles auront eu le temps de faire leurs preuves. Alors, Madame la Présidente, qui dit défi à relever, qui dit objectif, dit également moyen. Yeah. Women in Politics, à quel moyen pour ces ambitions? Alors, moyens financiers, si c'est la tête, nous avons le cerveau. Nous avons déjà écrit le projet de décret d'application portant modalité de mise en œuvre du Code électoral conformément à l'article 298 du Code électoral qui dit qu'en temps opportun, des textes réglementaires viendront clarifier certaines dispositions du Code électoral. Nous avons déjà cette formulation sur les quotas. 30% des femmes candidats titulaires dans la constitution des listes des candidats aux différents scrutins des listes. Ça, c'est bon. Alors, s'il s'agit des moyens financiers, évidemment, aujourd'hui, n'ayant pas reçu de financement extérieur depuis 2020, où nous avons travaillé avec 500 000 € de l'Union européenne pour que les 35% de femmes arrivent à l'Assemblée nationale et les 10% à la tête des mairies, nous oublions le Sénat. 33% de femmes à la tête au Sénat aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, sans financement, c'est sur fonds propres. Nous mobilisons les fonds au sein de notre réseau. Avec les soutiens des hommes aussi, il y a des Bien hommes évidemment. qui s'associent à la cause féminine. Je ne vais pas les citer. Nous avons nos personnalités vives. Je ne vais vraiment pas les citer. Vous serez ahuris que je cite certains noms ici, mais ils vont se fâcher. Ils se fâcheront si je viens en parler ici. Mais nos plus grands soutiens, les plus grandes sommes que nous recevons viennent des hommes, justement. Et je tiens ici à remercier tous ces hommes anonymes, tous ces champions he for she, tous ces champions de la masculinité positive qui soutiennent la vision paritaire, la vision de démocratie inclusive impulsée par le président de la République depuis Marois. Il avait dit à Marois, je m'engage à faire de l'égalité entre les hommes et les femmes une réalité. Nous, on est là à discuter des quotas, mon frère. Le président dit parité, on discute des quotas. Pourquoi? Parce que la résistance est sur le terrain. Et nous disons, OK, nous avons fait un peu d'anthropologie, de sociologie politique. Nous disons, OK, comme vous êtes résistants, sur le chemin de la parité, là, nous allons réclamer les quotas. Allons-y pas à pas. C'est aussi ça. Reconnaître ses limites, ses faiblesses et les forces de l'autre. Ils ont pris position sur les sites de pouvoir. Et le pouvoir ne s'improvise pas. Voilà, le pouvoir s'arrache. On va bientôt se quitter, Madame la Présidente. On revient sur les priorités de More Women in Politics, priorités à court terme, moyen et peut-être même à long terme. Notre priorité à très court terme aujourd'hui, c'est ce plaidoyer pour un décret d'application du Code électoral qui, non seulement en réglant tous les problèmes que pose le Code électoral, nous sommes minimalistes, vous en avez qui disent qu'il faut carrément réviser le Code électoral, que non! Ce n'est pas nécessaire parce qu'il y a un pas qui n'a pas encore été franchi. Toutes les lois ont besoin d'un décret d'application. Alors, les femmes, notamment les femmes de More Women in Politics, souhaitent qu'il y ait quand même le décret d'application de ce code électoral. Seront ainsi évacués tous les problèmes de clarification des définitions du genre, de la composante sociologique, d'autochtonie. Il y a des questions à contenu flou. Plus spécifiquement, les femmes, les jeunes, certaines composantes ont besoin qu'on leur fixe un quota dans la composition des listes de candidats titulaires aux différents scrutins des listes. Ainsi, on pourrait espérer, sur le chemin de la parité, comme je l'ai dit, glaner quelques pourcentages, tels que la masse critique de 30% que nous souhaitons avoir à l'issue des élections municipales cette année. Alors, le message de la présidente, peut-être en fixant la caméra, le message à celles qui hésitent encore, celles qui ont entendu dire qu'on ne fait pas de la politique sans se salir les mains, celles qui veulent rester propres. Un message. Ça, c'est encore un dégamage pour décourager les femmes. Vous pensez vraiment que c'est seulement en faisant la politique qu'on se salit les mains? Non. Vous pouvez citer l'auteur des mains sales. Jean-Paul Sartre. C'était avant, comme quelqu'un a dit.
C'était en son temps. Alors, Jean-Paul Sartre, peut-être c'était un philosophe contemplatif qui n'aimait pas la vie publique, évidemment. Il va se dire, je ne veux pas me salir les mains, c'est trop sale. Ça, c'est un étiquetage sélectif. C'est suffisamment péjoratif de le dire. Et tout le monde qui fait la politique n'a pas forcément les mains sales. Nous avons des serviteurs de Dieu dans le gouvernement du Cameroun. On ne peut pas tout généraliser. Et nous disons aux femmes, ça c'est encore un mensonge du diable pour vous éloigner du leadership politique. Femme, sais-tu que dans ta maison, ton mari est chef de famille, mais toi-même tu es leader? Parce que dans Genèse, il a été dit, allez dominer et assujettissez la terre. Il disait allez, Dieu disait allez à qui? Il n'y avait que Adam et Ève à cette époque. Et il a dit à Adam et Ève, allez dominer, assujettissez et dominer la terre. La domination, le leadership, c'est la domination. C'est quelque chose, ça veut dire qu'on est au-dessus des autres, même si on doit être une chance pour les autres, pour les amener à transformer leur vie, à être épanouis. Donc, ne culpabilisez même pas, chère maman, ne culpabilisez, chère jeune fille, même pas un peu. La politique est un devoir divin. Gouverner, c'est travailler, c'est administrer la cité. Alors, si tu ne veux pas contribuer à administrer ta cité, qui va le faire? Tu vas être seulement de ceux qui prennent les lunettes et commencent à dire « Ah, il y a les ordures ici, qui devait ramasser ?» Si tu gouvernais, tu aurais donné ton avis et ta stratégie de ramassage des ordures à Yaoundé. C'est de cela qu'il est question. La politique, c'est gouverner, c'est contribuer à la construction de la cité. Femme, si tu es utile à Dieu, utile au Cameroun, utile au président Paul Biya, utile à ton quartier, utile à ta famille, engage-toi en politique. D'une manière ou d'une autre, la politique n'est rien d'autre que de travailler pour sa communauté, que d'être une chance pour la contribution du développement de sa communauté. Ça a été passionnant. On va dire professeur Justine Difo Tunkam ou alors professeur Justine Tunkam, épouse Difo. Professeur Justine Difo, née Tunkam. Mon chef, c'est mon mari, donc c'est son nom qui est devant. Justine Difo. Difo, c'est le nom de mon époux. C'était pour titiller la fibre féminine. Ah oui. On voit bien que vous n'êtes pas de l'aile dure. Ah non, pas du tout, pas du tout. Je suis chrétienne. Dieu est mon patron. Jésus-Christ est mon boss. Je marche selon les principes divins. Et c'est pour ça que je dis aux femmes, venez à nos leçons de coaching, de management et de mentorat. À ce que vous avez appris à l'école, vous allez ajouter le management et le leadership selon la parole de Dieu et vous serez une personne transformée, littéralement transformée et utile pour votre société. Merci. Abonnez-vous D, décentralisation, différenciation, développement. À bientôt.